aurait cru qu'un jour nous puissions voir cette image? Celle d'un trou noir dans l'univers, un astre étrange, duquel aucune lumière ni personne ne peut s'échapper. Cette image est calculée à partir des équations de la relativité générale, une théorie scientifique sur l'espace et sur le temps qui a 100 ans. Une théorie encensée, puis rejetée, oubliée et redécouverte. Une théorie que ce trou noir a failli tuer. Ma théorie. The theory of relativity is infamous for its difficulty. I want to show that there's nothing peculiarly difficult about it. Let me illustrate this with an example here. Let's imagine that this piece of jelly is the space. Then the presence of matter is to distort the space. Einstein's theory of relativity does lead us into very strange and unfamiliar paths. Relativity is perfectly intelligible to anybody who is willing to think. Au XXe siècle, on me connaît sous le nom de Albert Einstein, et pour mon équation E égale mc². Je voulais comprendre la nature grâce aux mathématiques. J'ai eu une vision nouvelle de l'architecture de l'univers, j'en ai fait une théorie, la relativité générale. C'est une théorie sur la gravitation, cette force mystérieuse de notre univers, qui attire les étoiles et les planètes entre elles. Avant ma théorie, la gravitation était depuis 250 ans le domaine du grand scientifique Isaac Newton. Ma théorie a complètement bouleversé le monde de la physique et de la mathématique. La théorie de la gravitation selon Newton, ça tenait la route depuis la fin du XVIIe siècle et c'était révolutionnaire par sa généralité et sa concision. Fascinant de penser que pour expliquer quelques petites déviations par rapport à cette loi, il a fallu tout chambouler. Et ça a été la contribution d'Einstein. Une théorie de la gravitation dans laquelle tout cela doit être modifié de manière importante. On n'a plus un espace droit, on a un espace courbé qui dépend de la matière qui est dedans. On ne peut même plus parler des positions à un instant T. En fait, les positions et le temps, tout cela se mélange et il faut travailler dans une géométrie à 4 dimensions. Et quant à l'équation ici, il ne faut plus compter dessus. On doit la remplacer par quelque chose qui, dans sa forme, est radicalement différent. Et j'ai d'abord découvert que l'espace et le temps sont en fait liés ensemble. Ils ne font qu'un. Et la matière, comme les étoiles ou les planètes, déforme et courbe cet espace-temps. Cette courbure est le champ de gravitation. C'est elle qui oblige les planètes à tourner autour du Soleil. Rien, pas même les rayons de lumière, ne peut échapper à cette courbure. Toutes ces découvertes provenaient d'une seule observation, celle de la chute libre, connue depuis Galilée et que l'on peut même vérifier sur la Lune. J'ai vu et compris cette chute libre différemment de tous les autres. Cette idée m'a guidé vers la courbure de l'espace-temps. Il suffisait de bien observer. Einstein lui-même nous raconte le moment où il a compris que c'était ça l'outil qui allait lui permettre de formuler sa théorie. Il écrit la chose suivante. Alors nous sommes en 1907 et il écrit « J'étais assis à mon bureau de l'Office des brevets à Berne. Soudain, je pensais que si quelqu'un tombait en chute libre, il ne sentirait pas son propre poids. Je fus surpris. » Il réalise que la gravitation a cette propriété, et c'est la seule force qui a cette propriété-là, que sous son propre effet, elle disparaît. Si nous sommes en chute libre, donc sous l'effet de la gravitation, on a l'impression qu'il n'y a pas de gravitation.
De mon temps, je n'avais expérimenté cette idée que par la pensée. 100 ans plus tard, les physiciens du XXIe siècle ont de nouveaux outils, comme par exemple cette tour en Allemagne, où on peut faire le vide pour annuler les frottements de l'air et y laisser tomber des objets dans des capsules. On peut donc voir que, effectivement, lorsqu'on tombe, notre poids disparaît. Dans cette expérience, on a disposé 2 objets sur une balance. Dans cette capsule qui va tomber en chute libre dans la tour, on va voir les aiguilles des 2 balances revenir vers 0. Donc on va montrer, alors ça ne va pas être très très précis, mais on va montrer que la pomme et cette masse d'1 kilo tombent de la même façon dans le champ de gravitation. En apparence, on n'a plus de poids. Ça peut nous sembler absurde, parce qu'on se dit, si on est capable d'effacer la gravitation, est-ce que la gravitation existe ? So we have perfect conditions for every experiment that is done in weightlessness. Okay. So for example, if we have some experiments for space, we can test the payload or the equipment in our facility. Oh, thank you. You're welcome. Here we have a view of the inside of the drop tube. Okay, so 3... Then after 1 second. It will go 3, 2, 1... So now I'm a launcher. So now we have to search for the right time in the video for the 5 seconds. The 5 seconds. Okay. So this is after again. Okay. Something is happening. Okay. So now here we are during the free fall. It's almost 0 on both sides. Gravity has disappeared. It worked. Yeah. Jusqu'à présent, ce principe, qui est la clé de voûte de ma théorie, tient bon. Personne n'a pu prouver qu'il était faux. Une équipe de chercheurs français s'apprête à le tester dans l'espace. Leur satellite s'appelle Microscope, il sera lancé en 2016 et orbitera à 700 km au-dessus de la Terre. Il atteindra une précision de mesure inégalée. Jusque-là, attendons. En science, l'expérience est notre seul juge. Dès 1907, cette idée que l'on appelle aujourd'hui principe d'équivalence m'a guidé, comme un phare dans la nuit, pour repenser la gravitation. Après 5 ans de travail, en 1912, je suis revenu en Suisse. J'ai retrouvé la ville de mes années d'étudiant. J'allais pouvoir me consacrer entièrement à l'élaboration de ma théorie. Les 2 années que j'allais passer à Zurich allaient être les plus importantes de ma vie. On m'avait proposé un poste de professeur de physique à l'école polytechnique de Zurich, aujourd'hui appelée ETH. J'y ai retrouvé un de mes anciens camarades de classe, devenu lui professeur de mathématiques. Marcel Grossmann était bien meilleur que moi en géométrie. Ses cahiers de notes m'avaient maintes fois inspiré. C'est beau, hein? Oui, il y a vraiment tous les détails. Les propriétés fondamentales des fonctions elliptiques. Non, mais il se prépare pour travailler pour Einstein sans le savoir évidemment, mais c'est un peu ça. C'est très étonnant, hein. Moi, je suis très surpris, je pensais pas que ça s'était passé comme ça.
Sans Grossman, je n'ose pas imaginer ce qui me serait arrivé, car les obstacles mathématiques qui s'imposaient à moi me semblaient insurmontables. La relativité générale m'obligeait à travailler comme une taupe monomaniaque. Pour savoir si j'étais sur le bon chemin, j'ai utilisé une faille dans la théorie de Newton. L'équation de la gravitation de Newton échouait à prédire avec précision l'orbite de la planète Mercure autour du Soleil. Son périhélie, en fait son passage annuel au plus proche du Soleil, se décalait beaucoup trop vite. Tous les physiciens et tous les astronomes s'étaient cassés les dents sur ce problème. Novembre 1915, il a les théories définitives. Elles sont justement définitives, en particulier parce qu'il trouve le périhélie de Mercure avec une précision extraordinaire. Après toutes ces années, je me rappelle ces soirées passées avec Marcel Grossman, dans ce café au bord de la rivière Limat, à mettre le monde en équation. Nos discussions allaient de notre travail vers tous les sujets qui pouvaient bien intéresser de jeunes gens comme nous, aux yeux grands ouverts. C'est ici que ma théorie a pris corps. L'objet central pour décrire la gravitation, ça va être la géométrie de l'espace-temps. Et donc, une fois qu'on a les objets qui sont présents dans l'univers, il va falloir déterminer le champ de gravitation qu'il crée, c'est-à-dire la géométrie de l'espace-temps. Pour cela, il fallait résoudre une équation que j'avais mis 8 ans à établir. Je l'ai écrite ainsi: G mu nu est égal à 8 pi G sur C4 fois T mu nu. Une seule équation. Quelques signes mathématiques seulement pour décrire notre univers. À partir d'une hypothèse mathématique, il ouvre une voie qui est toujours celle d'aujourd'hui. C'est incroyable. On aurait pu penser que ça ne marcherait pas. Et pourtant, ça marche. C'est là que la théorie commence à vivre sa propre vie, à révéler des propriétés de la nature que l'on n'avait pas prévues. La géométrie courbe impliquait que le temps ne passait pas partout dans l'univers de la même façon. La gravité influence le temps. Plus le champ de gravitation est important, plus le temps ralentit. Cela a dérouté tout le monde. Moi aussi. À mon époque, impossible de vérifier cette prédiction par l'expérience. Sur Terre, la gravité est trop faible et ses effets sur le temps sont imperceptibles. Mais avec les progrès technologiques, à votre époque, cet effet de décalage du temps peut être mesuré avec une précision incroyable. Les nouvelles horloges atomiques hébergées au sous-sol de l'Observatoire de Paris sont les horloges les plus précises du monde. 1 milliard de fois plus précises qu'une montre à quartz. Avec une sensibilité pareille, les horloges deviennent très très sensibles au potentiel de gravitation. L'effet relativiste au niveau de la Terre équivaut à 10-18 pour 1 centimètre. Donc ça veut dire que avec une horloge à 10-18 qu'on peut comparer à d'autres horloges à 10-18, on peut connaître, on a un outil de connaissance du potentiel de gravitation au niveau centimétrique, et si on progresse encore, on pourra faire mieux. C'est ça, donc ce que tu veux dire, c'est qu'avec 2 horloges de ce type, si elles sont décalées d'1 centimètre au minimum, eh bien on peut faire la différence. On verra la différence, voilà. Tout à fait. Exactement. Donc là, en l'occurrence, c'est là qu'on réalise la référence. Si l'horloge était 10 cm plus haut ou 10 cm plus bas, avec une horloge à 10-18, ça se verrait déjà de manière manifeste que la fréquence est différente. D'accord. Et moi, je trouve ça fabuleux que finalement, on arrive à déployer autant d'ingéniosité pour montrer que la relativité générale est toujours en accord avec l'expérience. Même à cette précision, ma théorie a toujours raison. Cet effet est vrai partout. L'univers n'est pas régi par une grande horloge universelle comme le pensait Newton. Chaque région de l'univers possède son temps propre. Chaque galaxie, chaque système solaire évolue dans son propre espace-temps. Et regarder l'univers, c'est regarder d'autres temps. En 1915, en plein conflit mondial, la publication de ma théorie de la relativité générale passe inaperçue. La gravité est ailleurs. Je reçois pourtant une lettre du physicien allemand Karl Schwarzschild. Avec mes équations, il a réussi à calculer la déformation de l'espace-temps générée par une étoile. Un travail de titan, quand on sait que mon équation se dérive en des dizaines d'autres et qu'il faut toutes les résoudre. Son travail expose toutefois
une sorte de petite faille dans les équations, qui passe inaperçue. On l'appellera plus tard la singularité de Schwarzschild. Karl Schwarzschild, avec sa solution, ouvre la voie de l'exploration mathématique de la théorie. Malheureusement, ce sera ma seule et unique correspondance avec lui. Il meurt à la guerre en mai 1916. Le conflit, qui semble ne jamais prendre fin, empêche les publications scientifiques de circuler. Une lueur cependant me provient d'outre-Manche, où je suis pourtant considéré comme un ennemi. In Britain, in 1915, there was a British astrophysicist called Eddington, who was a pacifist who was not at war. In fact, was still at his post in Cambridge. Now, it so happens that Eddington was one of the few people in Britain who was capable of understanding what Einstein was writing. And he immediately grasped the significance of this general relativistic theory. Le meilleur test physique pour valider ma théorie était de mesurer si les rayons lumineux qui nous parviennent de très loin suivent bien la courbure de l'espace-temps. Le Soleil est la seule masse disponible et proche de nous qui puisse courber l'espace-temps avec assez d'influence. Mais si le Soleil est dans le ciel, il fait jour et les étoiles lointaines sont invisibles. Notre seule chance serait de photographier le fond étoilé au moment d'une éclipse. The war ended in 1918, and the following year he led an expedition which went in two parts, part to the island of Principe, off the coast of Africa, and to Brazil. Weather wasn't totally favourable, the observations weren't brilliant, but they were sufficient to show that light was bent in exactly the way Einstein had proposed. And when he came back, Eddington did a number of presentations and huge popular lectures about this work. And I think in the English-speaking world, that launched Einstein. Eddington a annoncé ses résultats à la Société astronomique royale à Londres, en face du grand portrait de Newton, qui était assis là sans jamais avoir été perturbé depuis plus de 2 siècles. Apparemment, l'atmosphère là-bas était celle d'un drame grec. Napoleon and other great men of his type, they were makers of empire. But there is an order of men who get beyond that. They are not makers of empire, but they are makers of universe. When they have made those universes, their hands are unstained by the blood of any human being on earth. Ptolemy made a universe which lasted 1,400 years. Newton also made a universe which has lasted 300 years. Einstein has made a universe, and I can't tell you how long that will last. Après la validation de ma théorie, je suis invité partout dans le monde. J'apprends au cours d'un de mes voyages en 1921 qu'on m'honore du prix Nobel de physique. Étrangement, il ne m'est pas attribué pour la relativité générale, sans doute encore trop controversée, mais pour mes travaux précédents. On parle peu de ma théorie de la relativité. Comme me l'a dit Charlie Chaplin, si les gens vous acclament, c'est sans doute parce qu'ils ne vous comprennent pas. Paris, 1922. J'étais là et on attendait de moi que je parle du temps. J'en garde le souvenir qu'on en discutait beaucoup plus dans les salons de philosophie que dans les conférences scientifiques. En fait, ici, personne ne comprenait rien à ma théorie. En revanche, mon souvenir le plus marquant fut cette conférence au Collège de France. Un mathématicien français, Jacques Hadamard, se leva, pointa vers moi un doigt menaçant, visant un soi-disant défaut dans ma théorie. Il faisait ressortir la faille mathématique qui m'avait échappé dans la solution de Schwarzschild. Voilà, ça c'est la solution de Schwarzschild en 1916. Donc, si je comprends bien, R c'est le rayon par rapport à un point central qui représente une étoile. C'est l'étoile et elle a une masse M. Oh, mais alors, on voit tout de suite qu'il y a un souci là, parce que si je regarde un rayon qui est égal à 2gm sur c carré, hein, ici, coefficient devient 0, ce qui n'est pas bon.
Et ici, on a un 1 sur 0 qui vaut infini, ce qui est encore pire. Elle se casse la gueule, ta solution. En effet, c'était l'argument que Jacques Hadamard a donné à Einstein en 1922 alors qu'il était à Paris. Et pour Einstein, c'est quelque chose de complètement monstrueux, parce que là, bien sûr, c'est des maths, mais pensons à la physique. Ça détermine la géométrie, par exemple, autour de notre étoile, le Soleil, donc dans le système solaire. Imaginons que nous envoyons un satellite vers le Soleil. Que se passe-t-il quand le satellite arrive à cet endroit-là? Est-ce qu'il va s'arrêter? Est-ce qu'il va exploser? Est-ce qu'il va se désintégrer? Et ça devait être vu comme un coup fatal à la théorie d'Einstein, non? En effet, ça va poser un gros problème à Einstein, parce que sa théorie est censée déterminer la structure de l'espace-temps, et il voit sur une solution particulière qu'il y a des endroits où la notion d'espace et la notion de temps ne font plus sens. La fin du monde en équation. C'est ça, le bord du monde, c'est ce qu'on va appeler la singularité de Schwarzschild. Pour vous, tout cela paraît sans doute abstrait. Quelques signes sur un tableau noir. Pour moi, cette singularité était un monstre. Cette singularité ressemblait à une sphère, une bulle noire, impénétrable, un endroit de l'univers où le temps semble s'arrêter, où l'espace n'existe plus. Cette sphère apparaît au centre de tous les objets célestes, comme une étoile. Heureusement, après quelques calculs, on découvre que pour notre Soleil, la taille de cette singularité n'est que de 3 km. Elle est cachée à l'intérieur. Pour qu'elle se manifeste dans notre système solaire, il faudrait être capable de condenser toute la masse du Soleil dans une sphère de 3 km. Pour les astrophysiciens, la singularité restait donc fictive. Mais pour les mathématiciens, le problème était grave. Allait-il être fatal pour ma relativité ? L'histoire de la singularité se répand alors à toute la communauté, comme une traînée de poudre. Et à part pour quelques cosmologistes convaincus, tout le monde, ou presque, laisse tomber ma théorie. C'est la traversée du désert. Einstein, après sa période de gloire, tous les journaux parlaient de relativité. Dans les salons à Paris et ailleurs, il était adulé. Il faisait des voyages dans les années 20 dans le monde entier. C'était vraiment le savant de l'époque. Malgré tout, l'intérêt pour sa théorie va tomber d'une manière assez dramatique et la vie des gens qui travaillent à la relativité est difficile. Je me suis installé avec Elsa à Kaput, près de Berlin. J'y fais du voilier, en pur amateur, jusqu'à ce que les événements me poussent à quitter mon pays natal en 1933, pour toujours. Dr. Einstein, who gave the world its biggest headache, is back in California again with his wife. They've been frostbound all night in San Pedro Harbor. The professor had a theory as to how they could land, but before he and the captain could figure it out, the fog had all gone away. Now he's going to the Institute of Technology in Pasadena to work with other distinguished scientists. There his theory will be thoroughly discussed and analyzed, and if it is what he says it is, why then everything will be all right, won't it? Les physiciens étaient très méfiants, disons, peu intéressés. Il y a toute une agressivité des physiciens en particulier, sauf les gens qui y croient. Il y a les gens qui y croient, ils sont peu nombreux, et puis les gens qui disent « j'ai pas envie de me la taper ». Plus les années passaient, plus le sort semblait s'acharner sur ce problème de la singularité. Cette sphère impénétrable, cachée au cœur des étoiles, restait obsédante. Impossible de la comprendre, de l'imaginer. Le bord du monde. Des scientifiques relativistes qui travaillaient sur la gravité des étoiles, comme notre Soleil, découvrirent que d'après ma théorie, les étoiles pourraient mourir. Ça, c'était le comble. Car la théorie semblait dire qu'en mourant, l'étoile implose et sa taille diminue jusqu'à s'approcher de sa singularité. So stars are born and live and die. The sun's future history is fairly simple. Not good for us on Earth. The sun will go through several phases, including swelling. Then it will ultimately shrink to one of these white dwarfs and will steadily cool thereafter. Just stop producing energy, stop its fusion reactions, but still quite hot and cooling. For a star that's much bigger than the sun, basically what happens is the core of the star collapses to make a neutron star.
The rest of the material suddenly finds it standing on nothing, goes rushing down to get a foothold, meets this very, very solid neutron star and bounces out. And 90 or 95% of the material of the star goes out, and the other little bit remains. Cette étoile à neutrons, extrêmement dense, à peine 10 km de large, se rapproche dangereusement de la sphère singulière de Schwarzschild, cachée en son centre. Le risque que je vis immédiatement était que l'on puisse découvrir dans la théorie que les étoiles pourraient se condenser encore plus et que leur singularité sorte à l'extérieur. La question qui vient tout de suite, est-ce qu'on connaît des astres pour lesquels la surface de Schwarzschild, ce bord de la théorie, est à l'extérieur de l'astre? Tu aurais fait un bon physicien, même un astrophysicien. Peut-on trouver des solutions dans lesquelles on ait l'étoile ou l'astre et ici la singularité de Schwarzschild? Those are probably created from really massive stars. Once that big star begins to run out of nuclear fuel, gravity wins, so the star shrinks. That puts up the gravity at the surface of the star, so it shrinks, which puts up the gravity at the surface of the star, so it shrinks. And it shrinks right down. And even the atoms, you know, things like this table and chair are made of, the atoms collapse and the nuclei collapse. And if you believe the theory, it collapses down to a point, which is zero radius. Some people don't like these kinds of points and zeros, so that's debated. But it goes down to very, very, very small, having been one of the biggest stars in the universe before. And it's a black hole. Tout à coup, les mathématiciens et les physiciens me disent, à moi, Einstein, que la singularité de Schwarzschild, ce défaut dans ma théorie, pourrait en réalité exister dans l'univers réel. Sortir du monde mathématique, comme une sphère magique. Une sphère complètement noire, un endroit où l'espace et le temps disparaissent. Je ne voulais pas y croire. Pour moi, la singularité devait rester une hypothèse mathématique. C'est pas possible qu'une étoile puisse comme ça s'écrouler. S'écrouler. Non seulement s'éteindre, mais imploser. C'est pas possible. C'est insupportable. Il y a quelque chose d'insupportable. Other people, in particular Eddington, thought there must be something wrong. He thought there must be something wrong in the calculation, but if not, there had to be something wrong in the physics. So he thought, you know, nature shouldn't behave like this. But then it is a strange way for nature to behave, which is very different from the sorts of things that one is used to. Le plus extraordinaire là-dessus, c'est Einstein. Einstein ne voulait pas croire à la singularité de Schwarzschild qui puisse s'exhiber. Bon. Donc il voulait le prouver. C'est vraiment un des plus mauvais papiers qu'il ait fait. Il prenait déjà à la source de ses calculs la conclusion à laquelle il voulait aboutir. Le résultat principal de mes recherches aboutit clairement à ce que les singularités de Schwarzschild n'existent pas dans la réalité physique. C'est vraiment un mauvais papier d'Einstein, un des plus mauvais. Enfin bon, on peut lui pardonner parce qu'il en a fait si bon. Cela m'en faisait trop. Ma propre théorie m'avait complètement dépassé. Depuis que les mathématiciens s'en étaient emparés, je n'y comprenais plus rien. Aux États-Unis, dans les années 50, j'étais perçu comme une espèce de fossile que les ans ont rendu sourd et aveugle. Ce rôle ne me déplaisait pas, finalement, il correspond à mon tempérament. Et c'est dans ce mystère que j'ai quitté notre planète. Après tout, je peux vous l'assurer, le mystère reste le plus beau sentiment du monde. Après ma mort, le doute persiste. Le trou noir dérange.
De nombreuses théories concurrentes montrent qu'il ne peut même pas exister, car en toute logique, aucune étoile ne pourrait s'effondrer jusqu'à zéro. Mais les années 60 et les Britanniques vont changer la vie de la relativité. Well, according to Einstein's theory, the black hole that results from the collapse of a star several times the mass of the sun would be an object several miles in diameter. But if you, say, imagine the Earth compressed right down until it became a black hole, the dimension would be a bit less than an inch, something like that. That's the Earth? The Earth would have to be compressed into that size to be a black hole. Roger Penrose avait, comme moi en mon temps, des idées qui lui venaient à peu près n'importe quand. At the time I was getting very interested in this, which was about 1964, perhaps a little earlier than that, and there was a lot of interest in gravitational collapse at that time. Well, I was pondering over these issues at one time. I was at this time at Birkbeck College, where I was a lecturer, and a colleague of mine, Ivor Robinson, who was also had an important influence in many aspects of general relativity. And he was talking to me very excitedly about certain things. I forget what they were, I'm afraid. But we came to a road, and when we crossed the road, the conversation stopped. And when we get to the other side, instead of walking into a wall, Yeah. I forget what the idea I had, which was crossing the street here, you see. And then he goes off later. Yes. And then I try to remember why I feel happy. Yeah. Why do I feel happy? I have no idea. So I think, my breakfast? No. Ordinary breakfast. So on, you see, all through the day. And then think, aha, I had this idea about how you could characterize a collapse of a star to a point where it is gone too far, point of no return. Yes. And this was a surface, which I call a trap surface. And this surface Well done. can be irregular, can be not symmetrical, but it has a very curious property that the light on both sides is focused inwards. And I knew I could use this condition to try to prove a theorem. Roger Penrose a mis en équation le trou noir sur lequel tant de physiciens bloquaient auparavant, moi y compris. Il prouve définitivement que lors de l'effondrement d'une étoile, toute la matière se condense en un seul point central, une densité de matière infinie, là où le temps s'arrête. Roger Penrose fait des rencontres, la plus décisive étant celle du tout jeune physicien Stephen Hawking. Tous deux obtiennent une médaille de la Société astronomique royale pour leurs travaux sur les trous noirs. Well, I haven't seen this before. Yes, proposal for the Eddington Medal. That's what it was, yes. I talked to Stephen at the time, and we had quite a long discussion on the details of this type of argument. And this had a big effect on what he did later. He generalized the argument to cosmological situations, and then later on, we got together and had a general theorem which seemed to encompass pretty well all the things that had occurred earlier. Je suis mort depuis 10 ans, je crois, et cette fois-ci, il fallait bien que j'accepte que ma théorie prédise l'existence des trous noirs. Malgré tout, même si les travaux de Roger Penrose sont convaincants, rien ne prouve que ces astres singuliers, issus de la mort des étoiles, existent dans la réalité. Tout cela n'est que pure théorie. Mais de nouveaux moyens d'observation astronomique se développent dans les années 60. Et une jeune astronome britannique va changer pour toujours notre vision de l'univers. Il s'agit de Jocelyn Bell Burnell. Radio astronomy revealed new kinds of objects, things that did not look particularly conspicuous or spectacular to the optical astronomer. My first 2 years were spent working in the field, constructing a radio telescope. By the end of my PhD, I could swing a sledgehammer, which was not a skill I expected to acquire, but I did. We started observations in the summer of 1967. And after
About a few weeks of observing, there was the first indication of a curious signal. So then I turned my attention to this thing, which meant going out to the observatory each day just before the telescope turned to it, switching to a high-speed recording, and it turned out to be this string of pulses, about 1 1/3 seconds apart, which was not something I expected, I have to say. We hadn't known about anything like that. We hadn't imagined that anything like that could exist. Mais l'univers ne se change pas en un jour. Jocelyn Bell Burnell est vivement critiquée jusqu'à ce qu'elle repère, après plusieurs mois d'acharnement, une seconde source similaire. Ha! What's that? That looks a bit like the first signal that we've been chasing. That bit of sky will be seen by the telescope at 2 o'clock in the morning. It was very cold, and the equipment wasn't working properly in cold weather. It was some problem with the receivers. And of course, when I got there, it wasn't working properly. But I got it to work properly for 5 minutes, and it was the right 5 minutes as the telescope was looking in that direction, and it was the right beam setting. And in came pulse, 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 pulse. And that, for me, was actually the eureka moment, the sweet moment. Because you know it's not the equipment with the fault. You know it's not interference. It really does begin to look like a new class of object. Still don't know what. Well, these signals that we're picking up are entirely new. Nothing like this has been seen in radio astronomy before. Here is a discovery which illustrates the universe is far more complex than we at present believe. It's not showing any sign of tiring, which means it's got lots of energy, which means it's big, but because it's going fast, it's small. So it's big and it's small. That didn't make sense for a while, until we got our questions a little sharper. It's small in the sense of how wide it is, but it's big in the sense that it's got a lot of mass. Not that it's physically big, but that it's got a lot of mass. And we can see with hindsight that these very, very dense stars, which are small and massive, actually explained it. Jocelyn Bell Burnell a découvert un pulsar. Et tout pousse à croire que ce pulsar est une étoile à neutrons, un résidu de la mort d'une étoile, un astre très dense. En fait, l'étoile à neutrons est ce qu'il y a de plus proche d'un trou noir. Ma théorie avait raison, et finalement, j'avais tort de douter d'elle. Qui n'a jamais commis d'erreur, n'a jamais rien tenté d'innover. Donc on a compris que toutes les hypothèses théoriques qu'on avait faites auparavant sur l'évolution des étoiles, le fait que les étoiles meurent, qu'elles puissent s'effondrer pour faire des étoiles à neutrons, étaient vraies, correspondaient à quelque chose dans l'univers réel. Et du coup, ça indiquait aussi que sans doute la prochaine étape, c'est-à-dire que si vous avez une étoile morte mais qui est trop lourde pour être une étoile à neutrons, et d'après la théorie d'Einstein, ça doit donner un trou noir. Du coup, on s'est dit, les trous noirs aussi doivent exister. Et après la découverte des pulsars, le paysage conceptuel a donc changé et tout le monde a considéré qu'il était clair que non seulement les étoiles à neutrons devaient exister, mais que sans doute aussi les trous noirs existeraient et qu'on les trouverait un jour. The gravity on a pulsar is very, very strong. You've got the mass of the sun, 1,000 million tons, all in a ball 10 kilometers across. And this produces some curious effects. Curious to our minds. They're explainable by general relativity. One is that the gravity bends light rays. So if I look that way on the surface of the pulsar, I actually see over the horizon.
I see over the horizon in every direction. And it also affects clocks. If I'm on a pulsar and you can see my watch, you see the second hand is making 1 tick every 2 seconds because the gravity has slowed the clock so much. I can use my watch, take my own pulse, and it's okay. But that's because the gravity has slowed my heart the same way, and my metabolism. And actually, I have problems getting onto the neutron star, the pulsar, because as I come down to land, I am pulled down by this very strong gravity. But there's a very strong gradient of gravity. The force on my feet is much stronger than the force on my head. Your body gets stretched. There's a technical term for this. It's called spaghettification, after spaghetti. But actually, the difference in force between the bottom of your body and the top of your body is so strong, it breaks. Your body gets pulled apart. Your feet get pulled off your legs get pulled off your body, your head separates from your body, and the different bits of your body drop onto the neutron star, one after the other. So don't go there. Not a healthy space. L'univers me paraît bien plus étrange que je n'avais osé l'imaginer. La fameuse singularité de Schwarzschild, cette sphère impénétrable, représentait en fait le bord du trou noir. Mais que se passe-t-il dans la réalité si on essaie de la traverser? Et si cet astre existe avec son rayon de Schwarzschild, qu'est-ce qui va se passer si on envoie un jour un vaisseau spatial ici arriver à la rencontre du rayon? Qu'est-ce qui va se passer? Alors ça va dépendre du point de vue. Et c'est souvent ça le point en relativité, et en relativité générale en particulier, c'est que ça dépend du point de vue. Alors regarde ce qui se passe. Voilà mon rayon de Schwarzschild, et puis j'ai mon astre qui est ici, et puis je vais prendre 2 observateurs, 2 personnes. Un qui reste tranquillement chez lui, et puis l'autre qui part sur sa fusée vers le centre ici. Que se passe-t-il quand il arrive ici? La question, c'est qu'il faut savoir qui mesure quoi. Alors si je prends le point de vue du voyageur, eh bien pour le voyageur, ce qu'on va comprendre, c'est qu'il ne se passe rien. Il va traverser l'horizon de Schwarzschild sans s'en rendre compte. Mais pour celui qui reste chez lui, sur sa petite planète, ici, eh bien les choses vont être différentes. Il ne va jamais le voir dépasser cet horizon. Il va le voir finalement ralentir, ne jamais dépasser cette surface et même finalement s'évanouir parce que l'intensité de la lumineuse qu'il va envoyer va diminuer et donc il ne le verra jamais traverser. Et lui, quand il sera là sur sa petite fusée à l'intérieur du rayon de Schwarzschild, est-ce qu'il verra ce qui se passe à l'extérieur? Il le verra, mais cette surface a une propriété extraordinaire. C'est une surface qui n'est pas matérielle, mais pourtant, elle sépare l'espace-temps en 2 zones qui ont des propriétés différentes. On peut la traverser dans un sens, on peut envoyer de la lumière de l'extérieur vers l'intérieur, mais on ne peut pas envoyer de la lumière de l'intérieur vers l'extérieur. C'est un piège dont on ne ressort jamais. Un trou noir, c'est avant tout une solution de la théorie de la relativité générale. C'est une solution mathématique, une configuration d'espace-temps en univers. Et la question, c'est de savoir si cette solution correspond à quelque chose dans le monde physique. On n'est pas sûr que les trous noirs existent dans notre univers réel. Il y a des indications très fortes qui restent indirectes, mais toute l'évolution de l'astrophysique au XXe siècle, le fait que les étoiles naissent, meurent, qu'il existe des étoiles mortes très denses, comme les étoiles à neutrons, que les étoiles à neutrons ont une masse maximum, tout ceci indique très fortement que les trous noirs doivent exister dans notre univers réel,
mais dans quelques années, on en aura peut-être la preuve absolue. Enfin, ma théorie de la relativité générale a trouvé son application. Elle nous décrit l'infiniment grand. Aujourd'hui, les astronomes suivent les pas de Roger Penrose, Jocelyn Bell Burnell, Thibaut Damour et tant d'autres pour rechercher si les trous noirs existent, cachés dans l'immensité de notre univers. Sans la relativité, il n'y aurait pas de théorie du Big Bang, pas d'astrophysique relativiste, ni même de cosmologie scientifique qui nous permet de spéculer sur l'origine de notre univers et sur son futur. Pour autant, comme toujours en science, chaque découverte vient avec de nouvelles questions. Et le trou noir nous cachait encore un nouveau rebondissement derrière son horizon. Si vous rentrez maintenant à l'intérieur d'un trou noir, alors là, vous devriez trouver un point au centre. Parce que si une étoile s'effondre sur elle-même, elle passe à travers l'horizon. Mais après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'effondre, et qu'est-ce qui se passe? Là, la relativité générale dit, la toile espace-temps se déchire. Et au centre d'un trou noir, il y a maintenant une vraie singularité de l'espace-temps, c'est-à-dire que l'espace-temps cesse d'exister. It gets swallowed by the hole. And then that information is lost to the universe. Now, you see, this is not something people like. I can see there's some feeling of unhappiness from you on this position point. You're not unique in this, I may say. And it's probably the majority view amongst physicists now that the information somehow has to get back again. Maybe into another universe, maybe gets out through some curious effects of quantum mechanics, one way or the other. Personally, I think it has to be lost. Aujourd'hui, j'aime observer de loin tous ces scientifiques relativistes qui essayent de dépasser les nouveaux mystères. Théorie des cordes, théorie des boucles, géométrie non commutative, twister. Plusieurs idées ont germé pour tenter de dépasser ma théorie. Une de ces idées spéculatives est développée par Carlo Rovelli. La relativité générale marche très bien, mais elle nous dit clairement qu'elle ne marche plus dans le centre du trou noir. Là, il y a la singularité qui se forme. Et c'est là qu'on a besoin de la mécanique quantique, et c'est là que nous avons une théorie de gravité quantique qui devrait nous dire ce qui se passe. Et ce que la théorie nous dit, ou suggère, c'est qu'après, ça rebondisse. C'est ça, boum, boum. Ah mais attends, si tu me dis que ça rebondit, moi je devrais voir plein de petites explosions à droite à gauche là. Faut que tu m'expliques pourquoi tu n'en vois pas. Exactement. Alors là, c'est la magie de la théorie. Parce que si tu étais sur l'étoile, le rebondissement serait presque immédiat. Donc le temps, on parle de l'ordre de millisecondes, très vite. Sauf qu'en relativité générale, il y a le temps qui passe à des vitesses différentes dans des endroits différents. Dans un trou noir, cet effet devient énorme, très 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 fort. Donc, 1 seconde, milliseconde à l'intérieur du trou noir, ça correspond, dans nos calculs, à des milliards d'années dehors. D'accord. Donc, un trou noir, si cette image est correcte, c'est quoi? C'est une étoile qui devient très très petite, devient une étoile de plan, rebondit de suite, explose, mais tout ça, vu de l'extérieur, on le voit au ralenti, au super ralenti. Et ça prend des milliards d'années. À bien voir, moi je pense que au cœur de la physique, il y a un mystère. Et un mystère qui encore n'est pas encore ouvert. Et le mystère est la nature du temps. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est le temps qui passe vraiment? Alors, on a compris que le temps se passe, cette chose universelle qu'on pensait Newton. On a compris que chacun a son temps. On a compris plein de choses sur le temps. Mais qu'est-ce qu'est vraiment le temps qui passe? On ne le sait pas. Donc, la théorie sur laquelle moi, avec mes collègues, on travaille, qui est la gravité quantique à boucle, a un ensemble d'équations qui se réduit à la relativité générale dans un cas, la mécanique quantique dans un autre. Et ces équations sont caractérisées par le fait qu'il n'y a pas de temps dans les équations. Donc, le temps n'est pas une des ingrédients fondamentaux de l'univers. Évidemment, comme toutes les théories de gravité quantique, on n'est pas sûr, parce qu'on n'a pas encore fait des mesures qui prouvent la théorie. Mais en tout cas, je pense que
grosso modo, tout le monde est convaincu que mettre ensemble la relativité générale et la mécanique quantique, ça veut dire changer quelque chose de fondamental dans notre compréhension de l'espace et du temps. Pour tout vous dire, je n'aurais jamais parié que 100 ans plus tard, ma théorie soit toujours là. Je pensais que vous l'auriez rapidement remplacée par une meilleure. Vous devez maintenant unir la théorie quantique avec ma théorie de la relativité générale. Je suis persuadé que cela va bouleverser une fois encore notre vision de l'espace et du temps, comme ma théorie avait déjà bouleversé celle de Newton. Isaac Newton, c'est celui, avec Einstein, je dirais que plus que n'importe qui a été capable de voir longtemps, de voir plus de choses, de découvrir plus de choses du monde. Et à la fin de sa vie, il écrit dans une lettre une phrase très belle. Il ne sait pas exactement comment les autres vont le voir, comment les autres vont se rappeler de lui, mais lui, il se voit comme un enfant qui joue au bord de la mer, sur la plage avec les cailloux, et il a trouvé quelques cailloux particulièrement beaux. Et donc il est content, et devant lui reste l'océan immense de tout ce qu'il ne comprend pas encore. Et je suis sûr qu'Einstein partageait le même sentiment de l'immensité de ce que nous ne savons pas encore.